je vais accueillir mon associé Damien qui est souvent avec une certaine distance. Je te donnerai une piste tout à l'heure. Pas de quoi. Je suis là pour mettre en valeur mes associés. On vient de disserter sur le temps et je vais répondre à la citation de Pierre Dac avec une citation d'un grand cinéaste américain un peu controversé néanmoins, donc je ne citerai pas son nom, mais qui dit « L'éternité, c'est long, surtout à la fin ». Donc on peut embrayer directement sur les slides. Aujourd'hui, je vais essayer de vous amener, comme je le fais souvent, dans une pérégrination ou une déambulation sur effectivement prévenir ou prévoir plutôt l'avenir. Donc si les slides sont là. Hop là. Pardon. Ma réflexion qui fait étrangement écho à ce que vous venez de voir est sur le monde extérieur, mes mondes intérieurs, mes certitudes, mais aussi l'imprévisible. Donc le contexte, c'est est-ce qu'il est possible de voir par anticipation ce qui va se passer, ce qui va venir ? En filigrane, il y a bien évidemment des questions sur les crises, l'urgence et la panique. Ce qui est intéressant, c'est que de façon étymologique, les crises, c'est les moments de choix. Et donc, quelque part, les anticiper, les prévoir, ça peut aider aussi à prendre des décisions. Alors là, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux sur la religion ou le religieux, bien au contraire. Donc c'est un sage bouddhiste et on lui dit, on ne comprend pas très bien, de temps en temps, tu recommandes aux gens de marcher à gauche et de temps en temps, tu leur recommandes de marcher à droite. Explique-nous. Et là, Tai, c'est son nom, répond, ben c'est simple, ceux qui sont un peu trop à gauche, je leur dis, marchez à droite. Et ceux qui sont un peu trop à droite, marchez à gauche. Ce qui veut dire que mon propos aujourd'hui, c'est surtout pas de m'inscrire dans une orthodoxie, de vous apporter des réponses, mais plutôt, j'espère, d'ouvrir des possibles et des interrogations. À l'origine de ma réflexion, il y a deux choses. Pour ceux qui me connaissent un peu, je voyage un peu. C'est une merveilleuse exposition au Louvre d'Abu Dhabi sur les fables. Et l'autre élément, et là aussi pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime bien les dialogues improbables, les rencontres qui ne peuvent pas se produire, mais si elles s'étaient produites, la richesse du dialogue eût été incroyable. En l'espèce, donc là j'ai choisi le titre en anglais, mais la version existe aussi en français, c'est le lien qui peut exister entre la pratique de ranger chez soi, ranger son bureau, mettre de l'ordre dans ses affaires et la paix intérieure. Alors j'ai découvert à Abu Dhabi une fable que je ne connaissais pas, qui est celle de la tortue et des deux canards. Le truc totalement improbable. Donc la fable, pour la petite histoire, et c'est l'exposition d'Abu Dhabi, c'est une pratique très ancienne, donc qui a voyagé de l'Inde, de la Grèce, du monde arabe, jusqu'à Jean de La Fontaine, évidemment, et dans lequel on retrouve du bon sens, des leçons de vie qu'on peut raconter aux enfants quand ils se couchent, mais qu'on peut aussi rencontrer ou raconter ou proposer à des entrepreneurs pour donner accès à des réalités qui sont parfois un peu délicates à présenter. Donc je vais commencer par la fable et sur le voyage. Donc on est tous bercés par cette illusion un peu romantique, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Dans une situation tendue, de crise, on ne voit pas la lumière et on se dit on va voyager. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé toutes ces sources. Quand on regarde la fin du poème de Joachim du Bellay, à un moment il dit on est quand même bien à la maison. Donc c'est aussi en filigrane, attention, premier warning.
Venons-en à nos 2 canards et à notre tortue. Cette pauvre tortue, évidemment, étant donné sa vitesse d'évolution, elle a un univers, un périmètre d'action qui est assez limité. Et elle se dit, je m'emmerde, il faut que j'aille voir autre chose. Et donc là, elle met en place un projet, elle rencontre les 2 canards, et les 2 canards lui disent, écoute, on a un projet pour toi, on peut t'aider. Donc les 2 canards, très gentiment, lui disent, écoute, c'est vachement simple, on va te donner un morceau de bois, tu le mets dans ton bec, et nous, on va le mettre aussi dans notre bec, et on t'amène en voyage. Et ni une ni deux, voilà notre tortue qui voyage à 20 000 pieds au-dessus de la terre, que c'est beau, elle est toute fière, elle découvre du pays, c'est la seule tortue intelligente. Dans le texte original, c'est la reine des tortues. Et un petit peu comme une autre fable que vous connaissez, elle ouvre le bec, et toute sa fortune, bien évidemment, s'arrête là, puisqu'elle tombe, et elle meurt. C'est dramatique. Vient la morale. Là, je vais vous la lire parce que le vieux français, c'est quand même sympathique. Son indiscrétion de sa perte fut cause, imprudence, babile et sotte vanité et vaine curiosité ont ensemble un étroit parentage. Ce sont tous les enfants d'un même lignage. Donc là, première mise en garde filée. Aller voir ailleurs, trouver des solutions ailleurs en cas de crise, ce n'est pas toujours la bonne solution. Le deuxième ouvrage dont je veux vous parler, je vais en parler un peu différemment. Donc là, c'est la traduction française, La Maison Zen, leçon d'un moine bouddhiste, d'un monsieur qui s'appelle Matsumoto. D'un point de vue très personnel, personne dans cette salle me connaît assez intimement, mais je suis aussi ordonné que je suis créatif. Donc, pas simple à gérer pour ceux qui vivent avec moi. Et là, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Si je mettais de l'ordre, en fait, dans mon quotidien, on va dire dans mon immobilier, concrètement, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans ma chambre, peut-être que ma créativité se développerait différemment. Je vous montre les 3 couvertures, les 2 en anglais et les 2 en français. Je préfère celle en anglais, c'est pour ça que je vous les ai montrées. Ce qui est intéressant, et là aussi je refais un passage par la littérature française. Vous connaissez tous Candide, je sais aussi, il faut cultiver notre jardin. Ce qui est intéressant en amont de cette citation-là, il y a une liste d'à peu près, je crois, 10 à 15 souverains qui se sont plantés dans des campagnes de conquête. Et donc la conclusion de ça, c'est cultiver son jardin. Mais cultiver son jardin, ça ne veut pas uniquement dire rester chez soi, ça veut dire travailler sur son soi. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ce monsieur Matsumoto, je le fais très rapidement, il a la vertu de sa jeunesse, mais probablement aussi de son intelligence, puisqu'il est connu à la fois au Japon, aux États-Unis, et il travaille sur tout ce qui est business, mais aussi sur tout ce qui est zen. Pour introduire ou pour accéder en fait à son mode de fonctionnement, plutôt que de faire un résumé, j'ai choisi quelques citations qui peuvent être utiles dans notre quotidien, qui me sont utiles dans mon quotidien d'entrepreneur. Et donc là, je vais vous les lire en respirant par le nez, pour être paisible. Et je vous invite à rentrer dans cette méditation qui permet de rentrer aussi dans un mode différent d'accéder à ses affaires. Je le dis aussi très humblement, j'ai pondu cette présentation speed ce matin à 4 heures parce que je suis speed, mais rentrer dans cette logique-là m'apporte énormément. Donc c'est une invitation, un partage à aller au-delà de ce qu'on est et aussi, je dirais, une bonne nouvelle, on peut changer. Donc la journée d'un moine commence par le nettoyage. Nous balayons les sols et les jardins du temple, puis nous polissons la salle principale du temple. Nous ne faisons pas cela parce que c'est sale ou en désordre, mais pour éliminer la tristesse de nos cœurs. Commencer sa journée du bon pied. En effet, ôter la poussière, c'est purifier son cœur de ses passions, faire tomber les attachements qui nous entravent. En clair, faire place nette
pour pouvoir envisager des possibles qui jusque-là n'étaient pas forcément accessibles. Désolé pour l'anglais. Le verre est le symbole exact de la transparence et du non-attachement. Si vos fenêtres sont brumeuses ou empoussiérées, vos pensées le seront aussi. Qu'est-ce que les ordures exactement? Des choses sales, usées, inutilisables, qui ne sont plus utiles, plus nécessaires, et ainsi de suite. Et pourtant, toutes ces ordures n'ont pas commencé par ordures. Donc les choses deviennent des ordures lorsqu'elles sont traitées comme telles. En conclusion, en filigrane, et c'est là aussi où ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, il y a bien évidemment des questions sur les choix, le discernement et la décision. Sur le discernement, je me rattache à quelqu'un qui est un expert en la question, qui est Ignace de Loyola. Il dit quelque chose de très important. Il dit que pour discerner, pour choisir, il faut être en paix. Donc, on ne prend pas de décision quand on est dans la tourmente. Donc, est-ce que je suis en paix pour pouvoir prendre des décisions? J'ai un côté un peu rationnel de temps en temps. J'aime bien les matrices avec des axes dans tous les sens. Cette matrice, elle est hyper simple, mais elle permet de, à la fois, réfléchir sur quels sont mes états intérieurs à ce moment-là, comment est le monde dans lequel je vis à ce moment-là, est-ce un monde qui est prévisible ou imprévisible, un monde que je peux lire ou un monde qui est en chaos. Évidemment, comme je suis un peu vicieux, j'ai rajouté un troisième axe, qui est de se dire, qu'en est-il dans mon quotidien et qu'en est-il dans les moments de crise? Et en fait, à travers le positionnement de là où j'en suis aujourd'hui, de l'univers dans lequel j'évolue, me permet aussi de bien lire là où je suis et d'être en position, on va dire, idoine, adéquate, pour pouvoir écouter, pour pouvoir prendre des décisions qui sont les bonnes. Évidemment, pour finir, j'ai quelques questions qui visent à l'exploration intérieure, pour pouvoir prévoir, pour pouvoir anticiper, mais aussi décider en cas de crise. Quelles sont mes routines? Quels sont mes points d'ancrage? Est-ce que je fais le discernement? Est-ce que j'ai une vue claire sur ce qui est contrôlable et hors de mon contrôle? Quelle est ma posture face au risque? J'aime, j'aime pas, je fais, je suis tout fou ou j'arrive à nuancer? Et ça vis-à-vis des choses et des personnes. Et quelle est ma posture face à la confiance et la sérénité? Je terminerai avec une citation de quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, puisque c'était un grand fan de Napoléon. C'est un général prussien, vous connaissez certainement, Clausewitz. Clausewitz dit deux choses dans son livre de l'art de la guerre. Il dit, il faut toujours avoir un plan, mais le plan ne résiste jamais à la bataille. Ce qu'il appelle le brouillard de la guerre. Je vous remercie. Merci Damien.